Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de la saison 2010-2011 de On s'en parle. La vie comme une image, les héritiers de la mine, Jeanne sur les routes, et son dernier roman, et non le moindre, Il pleuvait des oiseaux. Tous ces romans qui ont été finalistes du prix du gouverneur général. Mesdames et messieurs, l'auteure abitibienne, Madame Jocelyne Saucier. Madame Saucier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil parce que les auteurs, on en a beaucoup chez nous. En Abitibi, Témiscamingue, et puis j'aime ça les recevoir, j'aime ça faire connaître leurs œuvres, leurs chefs-d'œuvre, je devrais dire, parce que chez nous, on a vraiment des chefs-d'œuvre. Lorsque nos auteurs publient, on s'arrache les livres un peu, puis c'est très normal parce que je ne veux pas dire par là que les autres auteurs des autres régions ne sont pas bons, mais chez nous, ils sont vraiment extraordinaires. Madame Saucier, vous avez débuté comme journaliste. Oui, j'étais journaliste pendant une dizaine d'années ici en région. J'ai d'abord étudié en sciences politiques parce que je voulais faire un métier où je pourrais pratiquer l'écrit. J'ai toujours voulu écrire du roman, mais je savais bien que je ne pouvais pas gagner ma vie avec ça, la vente. Oui, exactement. Alors, je voulais faire un métier qui est près de l'écrit, donc journalisme. C'est pour ça que j'ai fait sciences politiques. Alors, j'ai été journaliste ici en région. On a parti des journaux qui sont morts de leur belle mort, comme le Magazine du Nord-Ouest, l'Hebdo de Rwanda. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Radio-Nord, l'Écho de la baie James. Oui. Donc, l'écriture, ce n'est pas nouveau pour vous. C'est une passion? Oui, moi j'adore écrire, j'aime le travail des mots, j'aime me battre avec une virgule. Je vais vous citer un très court texte de Madame Catherine Lalonde du Devoir. On vous dit ricaneuse, les yeux et la pensée vifs au-dessus d'un thé, très loin de ces auteurs tordus d'anxiété. Ouais. Parce que quand on... Puis ce n'est pas dit par n'importe qui, c'est Catherine Lalonde qui est journaliste au Devoir. Oui. Ce qui vous intrigue là-dedans, c'est que je sois loin des gens qui sont tordus d'anxiété. L'angoisse, je connais, ça fait partie de l'écriture, c'est une compagne d'écriture, mais je trouve que c'est une politesse vis-à-vis des gens de ne pas leur jeter toutes nos angoisses. Oui, ça c'est bien. Oui, parce que les gens sont aujourd'hui un peu et beaucoup stressés, puis tout ça. Puis si on écrit des livres à stress ou des choses comme ça, c'est bon. Moi, j'ai lu seulement un de vos chefs-d'œuvre, parce que j'appelle ça un chef-d'œuvre, parce que j'ai ici le guide de presse, puis on a dit que des bons mots sur vous. Mais entre autres, quand j'ai lu Il pleuvait des oiseaux, on va en venir tantôt un petit peu dans ce livre-là, mais c'est un peu spécial. Je n'ai pas lu les autres, je n'ai pas eu le temps. Mais seulement qu'il pleuvait des oiseaux, les critiques ont été extraordinaires. Oui, celui-ci a été particulièrement bien reçu et ça m'a bien surpris parce que c'est une histoire un peu c'est une fiction qui met en scène des vieillards en forêt. Oui, et on va en revenir beaucoup. C'est ça, donc c'est pas un sujet qui attire les foules nécessairement. Non, mais c'est un sujet vraiment vrai. Les ermites du Nord, ça existe. Oui, ça existe. Et en bonheur. C'est pour ça que vous dites... J'ai gardé le sujet. Oui, c'est ça, parce que j'ai beaucoup de questions sur le livre. Vous pensiez qu'il fallait avoir 30 ans pour écrire. Et c'est là que vous êtes parti au Togo avec votre fille de 5 ans, une valise dans une main et une machine à écrire dans l'autre. Que s'est-il passé après ça? À la suite de ça? À la suite de ça, c'est ça, je suis partie, moi, pour 3-4 ans pour écrire un roman. Je savais pas ce que ce serait, mais j'écrirais un roman. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que, ma fille est tombée malade. Elle a eu 3 crises de malaria. Alors, je suis revenue au bout de 3 mois avec 3 chapitres d'un livre pour enfants, un roman qui n'a jamais été publié, mais dont on fait maintenant, on en a fait une adaptation théâtrale et qui se produit maintenant en région, qui s'appelle Bascule. Oui! Ah là, vous me prenez de choses, vous, là. Bascule, exactement. Ça vient de vous? Oui, c'est un roman pour enfants que j'ai écrit il y a 30 ans. Parce qu'on a Antoine Bertrand, qui fait partie, je pense, à un certain moment de la deuxième épisode. Alexandre Castonguay.
Que Absolument, je connais très oui. bien, exactement. Ah, Oui. bien, je ne savais pas que c'était de vous Bascule. Ah, ben oui, c'est sûr, c'était une belle réussite, Bascule. Oui, oui. Donc, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est mon premier roman, comme je vous dis, qui... donc, après, ben, moi, j'ai écrit d'autres romans, et puis le premier qui a été publié, c'est La vie comme une image. Euh, comment, Madame Saucier, comment à l'écriture, on peut savoir si un roman aura un succès ou pas? Aucune idée. Aucune idée. Aucune On l'écrit, idée. on le fait publier, on se croise les doigts et on attend. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que un roman, on commence ça avec avec un petit rien. C'est une image, c'est une impression. On part d'un petit rien qui nous laisse deviner que derrière ce petit rien-là, il y a un univers qui demande à être découvert. OK. Alors, on plonge dans ce petit rien en sachant qu'il y a un grand tout qui nous attend. C'est un vertige incroyable. Mais on nage et on nage et on nage, on écrit. Puis à un moment donné, après 3, 4 ans, parce que moi j'ai une écriture assez lente. Oui, on va en venir un peu sur ça aussi. Ce sont toutes des choses qui m'ont un petit peu beaucoup passionné. Alors c'est pour ça que ce sont des questions que je vais vous poser. Pourquoi on dit que tous vos romans parlent de disparition, de la cassure qu'elle provoque? Souvent dans vos romans, c'est ça. Quand on va parler de chacun de mes romans, effectivement, moi j'explore d'un roman à l'autre, je vais toujours dans un univers différent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de toujours mettre les pieds là où je suis jamais allée. Mais il y a une constance, je me suis aperçue de ça après mon 3e roman, qu'il y a une constante. Il y a toujours dans mes romans une disparition, et puis le roman s'est bâti sur la cassure qu'a provoqué cette disparition-là. Et c'est vu, la disparition, on voit la disparition telle qu'elle est vécue par la famille, parce que dans mes 3 premiers romans, c'est un roman familial. Dans le 4e roman, Il pleuvait des oiseaux, non. Ce n'est plus un roman familial. Dans l'ermitage, un peu, on oui, tombe là, exactement. Dans quelque chose qui est un peu différent des 3 premiers. Très. Et puis là, je me suis dit, on va aller voir du côté des disparus. Comment ils vivent ça quand ils sont disparus? Parce que, moi, j'ai imaginé que quelqu'un qui veut quitter le monde, tourner le dos au monde, s'enfonce dans la forêt. Mais dans des régions qui vivent près de la forêt, c'est un instinct qui est très plausible de vouloir s'enfoncer, disparaître dans la forêt. C'est bien sûr que si on habite à Montréal et qu'on veut quitter le monde, on prend un billet, puis on s'en va, un billet d'avion, puis on s'en va en Australie. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Mais ça existe, ces gens qui quittent. Donc, qui disparaissent en forêt. Mais dans ma vie, à moi, il n'y a rien, il n'y a aucune disparition qui m'a soit traumatisée ou réjouie. Justement, alors, dans votre vie à vous, ce n'est pas ça. Comment on s'inspire pour écrire ce que vous avez écrit? Bon, j'écris pas du roman autobiographique, c'est sûr, mais c'est moi qui les écris. Donc, il y a des choses qui viennent en moi, je veux dire, c'est sûr. Oui. Mais pour ce qui est de Il pleuvait des oiseaux, d'abord, il y a eu ce désir d'écrire sur la disparition. Et puis, il y a, ça se passe sous un arrière-plan de grands feux. Les grands feux qui ont ravagé le nord de l'Ontario. Madison, ça se passe tout près d'ici. C'est pas loin, à Madison, c'est tout près. C'est environ 1 heure de machine. Oui, c'est ça. Oui. Ce n'est pas loin. Oui, d'ailleurs, on en parlera tantôt. Oui, c'est ça. Je vous cite. Les petits plaisirs, et ça, là, ça m'a vraiment impressionné, là. Je vous cite. Les petits plaisirs, comme regarder la vie qui passe par la fenêtre, deviennent grands quand on est vieux et il ne faut pas les sous-estimer. Ça, c'est profond, ça, Madame Saucier. Ça, là, c'est loin. Parce qu'avec ça, à tel âge, on regarde dans le châssis, ça nous dit peut-être rien, mais plus on prend de l'âge, on regarde dans le même châssis et on n'a plus la même vision. C'est un peu ça. C'est ça. C'est qu'on regarde, nous, quand on a 30 ans, 50 ans, 60 ans, on regarde les personnes très âgées, là, 80, 90 ans, là, et puis qui n'ont que ça maintenant, qui n'ont que la vie. Ils ont la vie, ils savent qu'ils sont
encore, ils sont privilégiés d'avoir la vie parce qu'ils en ont vu mourir beaucoup avant eux. Oui. Alors, ils sont des spectateurs de la vie maintenant. Ils observent la vie. Et quand ils ont, moi je crois que le sens le plus important qui doit rester, c'est la vue. Si on perd le sens de l'ouïe ou de la parole, tout ça, bon, c'est moins grave que perdre celui de la vue parce qu'on peut toujours... La vue, ça doit être terrible. Oui, mais de regarder passer la vie. Et puis, les petits plaisirs qui restent aux personnes âgées sont très précieux parce que ils savent qu'il ne leur reste que la vie. Parce qu'après, quand on n'a plus la vie, on n'a plus la vie. Quand on est mort, on est mort. C'est ça. On ne peut plus être malheureux, on ne peut plus souffrir. On ne peut plus rien. On ne peut plus rien. Donc, quand on est vivant, il faut en profiter. Moi, si je vous demandais que, bon, là, on parle beaucoup de l'euthanasie. On en parle. Est-ce que vous avez peur pour nos vieillards? Peuvent-ils se sentir comme des débris de la société? Bien, c'est ça. Bon, je crois que le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté doit être fait. Oui, puis ça doit être encadré, puis bien fait. Êtes-vous pour ça, le suicide encadré, vous? Oui, je crois que c'est une décision qui est rendu là aujourd'hui. On est rendu là, puis il faut très bien le baliser parce que ça peut amener des dérives très graves. Oui. Et puis ça peut amener aussi à une dévalorisation de la vie. Et puis surtout pour les personnes âgées, c'est ce que je crains le plus parce que je crains qu'avec le débat sur l'euthanasie puis le suicide assisté, je crains que les personnes âgées en viennent à croire qu'elles n'ont plus le droit de vivre. Que c'est même immoral et indécent de s'accrocher à la vie quand ils sont rendus justement comme des vieux débris puis qu'ils coûtent cher. Alors qu'on a besoin tellement des fonds publics pour l'éducation, pour la santé des plus jeunes. Alors j'ai peur qu'ils se sentent qu'ils en viennent à eux-mêmes à désirer la mort alors qu'ils ne la désirent pas vraiment. Vous avez dit juste un petit mot qui dit beaucoup, que ça coûte cher. Mm-hmm. Et c'est ça malheureusement qu'aujourd'hui on entend dans nos hôpitaux, dans nos foyers aujourd'hui. Ouais, mais ça coûte cher, on va les envoyer chez eux le plus longtemps possible. Parce que ça coûte cher en institution. Oui, c'est ça que je crains que, bon, avec le débat de l'euthanasie et le suicide assisté, bon, c'est nécessaire. Non. Ben, c'est-à-dire qu'on en vienne que pour des motifs économiques. Tu sais, qu'on la passe. On ne devrait pas dire ça, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai parce qu'on en est rendu là, Madame Saucier. C'est ta crainte. Il faut être très prudent et il ne faut pas presser trop pour que la décision soit prise. C'est qu'il faut qu'elle soit étudiée, et bien encadrée, et bien réétudiée et surtout, comme vous le dites si bien, il faut qu'elle soit encadrée pour ne pas qu'il y ait d'abus dans le système. Et ça, je pense que ça va être difficile. Parce qu'on a malheureusement aujourd'hui beaucoup de personnes du troisième âge qui sont en institution et n'ont aucune famille. Il y en a de ça. Alors, est-ce qu'on serait porté peut-être à dire, mais regarde, lui, là, il est là, il nous coûte cher, il n'y a pas personne dans la vie. S'il disparaît, ça fait de peine à personne. C'est ça, mais c'est un être humain quand même. Là. Cette personne-là tient peut-être à la vie. Là. Oui, c'est ça aussi, même si elle n'a plus personne dans la vie, mais elle tient peut-être à vivre encore. Oui, parce que la conversation qu'elle va avoir un préposé, quelqu'un qui va lui sourire, quelqu'un qui va lui parler, c'est des plaisirs immenses. Madame Saucier, on va parler de votre dernier livre, « Il pleuvait les oiseaux ». Moi, « Il pleuvait des oiseaux ». Moi, la première question qui m'est venue à l'idée, c'est qui ou quoi vous a inspiré ce titre-là? Ben, c'est que, écoutez, j'ai fait des recherches, c'est sûr, pour écrire ce roman-là, parce que, bon, il y a un aspect historique aussi, là, les grands feux. Et puis, j'ai rencontré, non pas comme la photographe du roman, des survivants des grands feux, mais des fils de survivants. Des enfants de survivants. Et j'ai rencontré une dame, Jessie Dombrowicz, à Madison. Et puis, elle me disait que son père lui avait raconté que quand il y a eu le grand feu à Madison, les flammes étaient tellement fortes, il faisait tellement chaud que ça bouffait tout l'oxygène. Et puis que les oiseaux
tombaient OK, comme des tombe. mouches. Ah, OK. D'où vient le titre? Alors moi, ça m'est Pleuvait venu des ensuite, oiseaux. ça OK. nourrit mon imaginaire, et puis c'est comme ça qu'est venue l'image, il pleuvait des oiseaux. Parce qu'il y a de l'imaginaire dans votre roman, mais seulement que le grand feu à Matterson a vraiment existé. Là. Ce n'est pas de la science-fiction. Là. Oui, c'est ça. Ça a vraiment existé. Les grands feux ont existé. Bon, il y a eu le grand feu de Timmins, le grand feu de Madison, puis le grand feu de Haileybury. Mais le grand feu de Madison a été le plus meurtrier. Oui, exactement. Le plus meurtrier. Alors c'est un ouvrage de fiction. On va voir évoluer. Bon, on en parlait tantôt. Les trois, il y a trois ermites, trois vieux. Et puis on va les voir évoluer, mais on va voir aussi de quelle façon c'est lié au grand feu. On en a parlé un peu. J'aimerais revenir, si vous me permettez, Madame Saucier, parce que dans ce livre-là, vous explorez beaucoup l'Ermitage. Pourquoi? Vous auriez pu explorer autre chose, mais vous explorez... mais je crois que c'est un désir qu'on a un peu tous, à un moment donné, de quitter ce monde, puis d'avoir la paix, enfin. Là. Des fois, on en a... On en a marre. On en a marre. Et puis, moi, j'en ai connu. J'ai connu, entre autres, un homme qui s'était retiré. C'était pas un ermite au vrai sens du terme, mais il vivait seul sur une île. Et puis, sans électricité, et puis sans motoneige, sans rien. Là. Alors, mais sa femme venait lui apporter de la nourriture une fois par semaine. Okay. Mais j'en ai vu aussi, mais puis je me suis promenée beaucoup sur le territoire de la baie James, là, et puis on voyait des camps bien organisés, c'était pas rien que des petits camps de chasse. Là. Ça, ce que ça veut dire par là, on a besoin de s'exiler, comme vous avez dit, on en a marre là, de vivre dans une société qui est très rapide aujourd'hui, qui est anxieuse, une société où le burlesque peut être là, où il y a des choses là, qui sont là. On en a marre. Là. On ne veut plus suivre ça, ça va trop vite. Est-ce qu'on en est peut-être rendu là que les gens peuvent se dire, parce qu'on ne fait pas de l'Ermitage, peut-être que je me trompe, mais d'après moi, on ne fait pas de l'Ermitage dans la vingtaine, dans la trentaine. Est-ce qu'on peut faire juste... Est-ce qu'il y a un âge je crois qu'il faut avoir vécu pour avoir ce désir de se retirer du monde. Être désabusé de la vie moderne et s'en aller dans la vie de l'Ermitage? Dans ce roman-là, il y a trois motivations pour vouloir se retirer du monde. Parce qu'on en vient, mais justement, si vous me permettez, vous mettez en scène trois hommes disparus qui ont fui leur vie en s'enfonçant dans la forêt du nord-est ontarien. Oui. C'était ça. Bon. Alors, on parle de l'un qui meurt au début du roman, ou à peu près au début du roman. Un autre qui est trappeur, amoureux de la nature, tourne le dos au monde après un diagnostic médical. On lui a dit qu'il faisait un cancer et puis qu'il ne survivrait pas. Puis il s'est retiré. Et le troisième qui fuit une travailleuse sociale. Histoire vraie ou fausse? Il y a un peu de vrai et un peu de faux. Donc, on va y aller un par un. Là. Alors, il y en a un qui s'appelle Boyd Shock, qui lui, c'est un homme, c'est un survivant des grands feux du Murchison. Et puis, il se retire de la forêt, il se retire de la vie parce qu'il a trop souffert. C'est ça. L'autre est Charlie, qui lui, c'est une maladie rénale qui a pas un cancer, là. Puis c'est une erreur de diagnostic. Donc, il se retire et lui, c'est parce qu'il veut vivre en forêt, tout simplement. Il se retire parce que c'est toujours là qu'il a voulu vivre. C'est un amoureux de la nature. Donc, il veut vivre en forêt. Et puis, ça, c'était un peu basé sur des faits. Je connais un trappeur comme ça qui avait eu un diagnostic d'une maladie et puis il n'a pas voulu suivre les dialyses, tout ça. Il ne voulait pas de ça. Alors, il s'est retiré dans son camp de trappe. Puis, lui, il est mort. Mais moi, j'ai imaginé que ce type-là, s'il n'était pas mort, est-ce qu'il aurait voulu retourner à cette vie-là? Peut-être qu'il aurait voulu vivre vraiment en forêt comme il a toujours fait. Alors,
Donc ça, c'est la deuxième motivation. Et la troisième, c'est un hurluberlu, ce que j'appelle une roulure d'hôtel, et Oui, puis qui un ivrogne, mais sur lequel une travailleuse sociale a mis le grappin dessus et elle veut la mettre dans une résidence pour personnes âgées. Alors lui, c'est pour sa liberté. Alors tous ces gens-là vont en forêt pour trouver leur liberté. C'est la liberté qu'ils cherchent. Puis, un peu plus loin aussi, il y a une vieille madame qui rentre en ligne de compte là, dans ça. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était... parce qu'on parle de 3 hommes, mais à un certain moment donné, dans des cas, je ne veux pas te donner le punch, là, si vous, mais il y a une vieille madame qui rentre en ligne de compte là, dans ça, qui joue un grand rôle. Oui, qui est l'élément révélateur de tout ça, tout va s'articuler autour de cette vieille dame-là, qui, on peut le dire, va s'échapper d'une résidence pour ex-psychiatriser. C'est une femme qui a été internée à l'âge de 16 ans et qui n'a pas eu de vie et qui va avoir enfin une vie. Parce qu'il y a autour de tout ça, il y a autre chose. Bon, il y a un hôtel fantôme, il y a une plantation de marijuana, et puis il y a des amours impossibles qui attendent d'être mis en valeur. Le temps passe très vite, Madame Saucier. J'avais beaucoup d'autres questions sur Il pleuvait des oiseaux, mais je suis obligé d'accélérer parce que je vais parler de vos 3 autres romans. Votre premier roman, La vie comme une image, qui a été... D'abord, vos romans sont tous finalistes du prix du gouverneur général. Ils ont été finalistes tous à des prix importants, mais 2 au gouverneur général, l'autre... Et je vous en félicite, Madame. Les héritiers de la mine, ça c'est en 2000. On parle de quoi exactement? C'est un suspense psychologique qui se déroule dans une ville fantôme, une ville minière abandonnée, comme il y en a eu en Abitibi. Et puis, ça se déroule un peu dans le secteur, un peu dans le coin de Barreau, à peu près. Et puis, il y a donc une ville fantôme avec une famille nombreuse, très nombreuse, 21 enfants, qui vont régner en maître sur ce paysage désolé et qui cachent un secret qu'ils ne veulent pas dévoiler. Donc, il y a une disparition là-dedans, que je ne veux pas révéler. Donc, c'est une histoire, ce qu'on appelle un roman polyphonique. Donc, l'histoire est racontée par différentes personnes de la vie, de la famille. Et puis, l'histoire tient sur un mensonge. C'est de l'imaginaire, mais presque vérité. Ben, c'est de l'imaginaire, mais basé sur quelque chose qui a existé. Oui, absolument. La ville fantôme, c'est, en fin de compte, c'est calqué sur Barville, une ville fantôme où j'ai habité quand j'avais une quinzaine d'années. Là. Votre premier roman, La vie comme une image, c'est quoi exactement? La vie comme une image, c'est une petite bulle intimiste qui raconte un meurtre invisible, tellement invisible que certains lecteurs ne le voient pas. D'ailleurs, surtout les hommes, c'est surtout les lecteurs masculins qui ne voient pas le meurtre. Il y aurait une étude psychologique à faire sur les lecteurs féminins et masculins. Donc, c'est une petite bulle, c'est ça. Alors, ça raconte une histoire d'encore une famille, le papa, la maman et l'enfant, et qui croient vivre une histoire de bonheur parfait. Mais le père va disparaître parce qu'il n'en pourra plus, parce que c'est un monde très féminin. Il n'a pas sa place. Il va quitter. Alors, normalement, ce départ du père devrait crever la bulle, mais la mère et la fille vont maintenir la bulle par le mensonge, en se créant, en protégeant cet univers de bonheur parfait. J'aimerais juste revenir, si vous me permettez, Madame Saucier, dans Il pleuvait des oiseaux, parce que j'ai une question que je veux vous poser absolument. Parce que dans ce livre-là, vous allez librement, vous laissez aller, librement votre imaginaire. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la science-fiction? Non, je crois pas que je n'irai pas à la science-fiction. Vous avez un mur entre la science-fiction et vos livres. C'est pas un univers qui m'intéresse. Je veux dire, j'en lis pas. Pour vous dire à quel point. Non, je lis du policier, du polar, tout ça, de poésie. Mais de la science-fiction, non, c'est pas un univers qui m'attire.
Et le livre Jeanne sur les routes, qui a été écrit en 2006, c'était publié en 2006. Parlez-nous-en un peu. Bien, ça, c'est une histoire d'amour impossible entre un jeune journaliste et une jeune militante, le jeune journaliste qui est un personnage fictif, et une jeune militante communiste, Jeanne Corbin, qui est un personnage réel, qui a existé. C'est une histoire d'amour impossible, pas parce que le jeune journaliste est marié et qu'il a des enfants, mais parce que la jeune Jeanne Corbin, la jeune militante communiste, est tellement prise par son idéal, par tout ce monde qu'elle veut changer, est tellement habitée par un idéal trop grand, elle ne peut pas être atteinte d'aucun amour humain. Alors, la femme de ce journaliste-là, elle a l'intelligence de comprendre que cette femme, Jeanne Corbin, est inaccessible alors à l'amour humain. Donc, elle ne sera pas jalouse. Et au lieu d'être jalouse puis de mettre de vouloir mettre des obstacles à cet amour-là, elle va décider qu'elle, son mari et tous les enfants qu'elle donnerait à naître vont aimer Jeanne Corbin d'un même amour. Elle va en faire une icône. Alors, ça commence dans les années 30 à Rwanda, quand Rwanda était multiculturel et communiste, et ça va jusqu'à nos jours. J'ai ici, moi, le dossier de presse que votre éditeur m'a fait parvenir, et soit dit en passant, Madame Saucier, je remercie, je félicite les éditions XYZ de leur implication et surtout de leur grande générosité et de leur grande implication, parce que je n'avais jamais fait affaire avec la compagnie, l'édition XYZ, et c'est vraiment fantastique de faire affaire avec eux autres. Oui, ils font du très beau travail. Ils font du très beau travail. Quand on regarde ça, il y a beaucoup de critiques dans ça. Est-ce que la critique vous fait peur après avoir sorti un livre? Ah, c'est bien sûr qu'on attend. Bon, vous savez, on écrit un livre, on vit dans notre bulle pendant 3 ans, 4 ans. Et puis ensuite, ben là, on vit, comme on vit dans un monde hyper médiatisé, on sait que le sort du livre dépend beaucoup de la réaction des médias. Oui, c'est Et puis, bon, il peut être démoli, il peut être encensé, mais je pense que la pire des choses, c'est qu'il soit ignoré. C'est ça qui ferait mal. Ben oui, la pire des choses, c'est qu'il soit ignoré, parce que le livre, bon, un roman, c'est fait pour être lu. Et puis, comme je vous dis, c'est ce qui fait le relais entre l'auteur et le lecteur, c'est les médias maintenant. Il reste à peine 2 petites minutes, Madame Saucier. Réginald Martel, de la presse, dit: Jocelyne Saucier possède ce naturel et cette aisance que bien des écrivains chevronnés n'attrapent jamais. Ça, là, quand on regarde ça, c'est une critique fantastique. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben écoutez, ben oui, vous êtes d'accord. Je refuse pas les compliments. Mais je veux dire, quand il dit que bien des écrivains chevronnés n'attrapent jamais. Mais moi, j'adore écrire. J'aime le roman, j'aime la fiction, j'aime l'imaginaire, j'aime la prose, j'aime la phrase, j'aime me battre avec une virgule. Moi, j'aime le travail des mots. J'aime l'univers du roman. J'aime la liberté du roman. Donc, mesdames et messieurs, en bonne librairie, c'est sûr, bon, il y a Jeanne sur les routes, les héritiers de la mine, la vie comme une image, et le dernier roman, Il pleuvait des oiseaux, que l'on vous invite très fortement à aller chercher et à lire. C'est un auteur de chez nous, de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Jocelyne Saucier, et c'est publié aux éditions XYZ. Madame Saucier, merci infiniment. C'était très, très, très intéressant, et on vous souhaite beaucoup d'autres romans, parce que c'est vraiment c'est plaisant à lire, et c'est facile à lire aussi. Oui, c'est vrai. Bien, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de parler aux gens d'Abitibi-Ouest. Ça m'a fait bien plaisir, et vous serez toujours la bienvenue, Madame Saucier. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'était la dernière émission de On s'en parle de la saison 2010-2011. Passez un bel été, soyez prudents. Au revoir.